Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour un autre tutorat en sciences. Nous sommes samedi le 26 février. Aujourd'hui, je vais parler de chambre à brouillard. Donc, c'est une question que j'ai eue de Pascal Fiorentino. Donc, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Mais bien sûr, tout au long de notre live aujourd'hui, n'hésitez pas de mettre vos questions dans la section clavardage. Et s'il arrive que vous regardez ceci en rediffusion, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section commentaires, comme ça je peux les utiliser pour répondre à vos questions la semaine suivante. Alors voyons voir. Nous avons déjà Chiffre Alphabet qui est arrivé, alors bonjour, j'espère que ça va bien de ton côté. Nous avons quelques sujets, donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, indiquez-les dans la section clavardage, je suis ici pour vous. Alors voyons voir notre premier sujet. Donc, notre premier sujet se rapporte aux chambres à brouillard. Donc, les chambres à brouillard, c'est comme c'est pas un appareil, mais c'est de l'équipement qui nous permet de pouvoir voir des particules radioactives. Donc, j'ai fait un peu de recherche. Donc, ici, il y a un site qui s'appelle Nuledo. Ici, je vais le mettre dans le chat, comme ça, s'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent voir, vous pouvez aller voir. Et puis, qu'est-ce qui arrive ici? Si on regarde, oh, je devrais être capable de vous montrer cela. Je pense que ça serait une brillante idée. Voilà, voilà. Donc, on peut voir, c'est une chambre, et on peut voir ici, dans l'entête de ce site, alors, allons, on peut voir comment est-ce qu'il y a comme c'est comme des petits nuages qui partent et qui arrivent et reviennent, ainsi de suite. Ça, ce sont des exemples où il y a des particules radioactives qui entrent dans un liquide et à cause d'une sursaturation, quelque chose se passe. Et on va regarder qu'est-ce que c'est. C'est une façon d'observer des particules. Donc, voyons voir si je peux expliquer comment est-ce qu'on peut voir des particules dans une situation donnée, surtout lorsqu'il y a des changements de température. Ma meilleur exemple est celle-ci. Donc, si on regarde cet avion, vous avez sûrement déjà vu ces avions dans le ciel, où nous avons un avion, il y a ici les 4 moteurs. Derrière l'avion, on voit que le ciel est encore bleu. Par contre, il y a ces traînées derrière qui sont blancs. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, c'est de la pollution et ce n'est pas bon du tout. » C'est vrai qu'il y a une certaine quantité de pollution parce que ce sont des carburants qui sont utilisés pour faire avancer l'avion. Mais ça ici, c'est blanc. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Voyons voir si je peux faire un exemple. Donc, si nous avons un moteur d'avion comme ceci, et je vais remontrer le dessin après, pourquoi pas? Voyons voir où est mon curseur. Donc, si nous avons un moteur ici, il y a de la combustion ici qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a beaucoup de chaleur ici qui sort de l'avion. Donc ici, j'ai un avion avec un moteur qui va dans cette direction. Maintenant, puisque ici, il y a une réaction chimique et que derrière, c'est une température qui est très, très chaude, ceci fait la propulsion de l'avion, nous avons ici de l'air qui est chaud. C'est de l'air chaud ici qui sort, alors que en haute altitude, nous avons de l'air qui est froid. Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive, et ici, on va parler d'eau et des phases de l'eau. Donc, lorsqu'on a les gaz, qui est la vapeur, de liquide, qui est de l'eau, et aussi de la glace, lorsque nous avons de l'eau gelée. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Puisque à la sortie des moteurs, l'air est très chaud. Donc ici, nous avons, c'est comme un peu un pot d'échappement, nous avons un gaz chaud. Si nous avons de l'eau qui est un petit peu partout autour dans le ciel, cette eau, parce que l'air est froid, il y a une certaine concentration de ces molécules qui peuvent être là. Mais aussitôt qu'on a de l'air chaud, ici, les molécules d'eau vont dire « Oh, c'est intéressant.
Parce que l'air chaud peut contenir beaucoup plus de molécules d'eau. Donc ici, on a une augmentation de la quantité d'eau qui est dans cet air chaud. La difficulté, par exemple, c'est que aussitôt que l'avion continue d'avancer, l'air froid qui est autour va affecter l'air qui sort des moteurs ici, et donc cet air qui était chaud va refroidir et va devenir éventuellement la température qu'il y a à cette altitude. Donc qu'est-ce qui arrive? Aussitôt que cet air ici qui était chaud, qui maintenant a une concentration augmentée de la quantité d'eau à cet endroit précis, lorsque l'avion est passé, que cet air refroidit, on a une atmosphère où à un endroit spécifique, il y a une augmentation de la quantité d'eau en vapeur parce que l'air était chaud ici. Mais aussitôt que cet air refroidit, très rapidement, nous avons des molécules d'eau qui étaient en état de vapeur et vont se cristalliser automatiquement. Vont se cristalliser parce que la température devient très froide rapidement. Donc ça ici, c'est intéressant. Alors, si on retourne avec notre photo ici, on peut voir que lorsque nous avons notre avion, voyons voir, nous avons notre avion qui est ici. Je peux peut-être agrandir ceci pour pouvoir le voir un peu mieux. Voilà. Nous avons notre avion suite à la sortie des moteurs. L'air est chaud. Il y a une augmentation des molécules d'eau à l'intérieur de cet air, mais aussitôt que l'avion est passé, cet air va refroidir rapidement. Et on se retrouve donc avec un endroit où l'eau devient des cristaux de glace. Et qu'est-ce qui arrive avec ces cristaux de glace? C'est que la lumière du soleil est réfractée à l'intérieur et on a l'impression que c'est blanc. Donc, c'est comme si c'était des mini-nuages, mais ces mini-nuages ont des lignées spécifiques parce qu'ils étaient derrière les avions. Et je m'amusais ce matin à regarder. Vous avez possiblement déjà vu ceci. Voyons voir. Où nous avons dans le ciel une multitude de lignes comme cela. Et la raison, c'est qu'avec le temps, il y a eu des avions qui ont passé. Il y a eu ces traînées de cristaux de glace. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont rester là. Et éventuellement, tranquillement, il y aura vaporisation. Donc, ces cristaux de glace vont redevenir vapeur dans l'atmosphère. Mais ça prend un certain temps. Donc, c'est un peu le principe ici, ce qui se passe dans les avions. Alors, vous allez dire, oui, mais comment est-ce que ceci se rapporte au fait que nous voulons regarder ou étudier les particules? Donc ici, il y a ce qu'on appelle les chambres à brouillard. Et les chambres à brouillard ont un principe similaire. Donc, je ne sais pas si on peut grandir ça un petit peu. Voilà. Donc, la chambre à brouillard, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut grandir un peu? Oh, c'est fantastique. On a ici un endroit où il y a une matière qui refroidit un liquide. Et ce liquide, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il est très, très froid. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces particules, lorsqu'ils passent, ou lorsqu'il y a ces particules de base qui, suite à la radiation, donc lorsqu'il y a un atome qui se brise, ces petites particules vont aller très rapidement et vont aller dans le liquide. Et lorsque cette particule passe dans le liquide, c'est que cette particule, avec l'énergie, va rendre une vapeur de ce liquide très rapidement. Et après un certain temps, cette vapeur qui, parce qu'elle a été refroidie rapidement, c'est comme s'il y a un changement de phase très rapide. Nous pouvons voir cela. Et éventuellement, ces petits cristaux sont absorbés. Mais ça nous donne assez de temps pour pouvoir voir ces particules. Donc, si j'enlève ceci et qu'on regarde encore en haut ici, donc on peut voir ici à la gauche, ce n'est pas aussi bon qu'un laboratoire de sciences comme CERN. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut avoir j'ai regardé, il semble qu'eux vendent des chambres
à brouillard. Donc, moi, je ne fais pas de profit avec ceci, je fais juste présenter l'information. Mais c'est intéressant. C'est une façon de voir les particules. Et pour ceux qui les étudient, et je trouvais ça intéressant avec le site ici, voyons voir, l'idée de l'avion, je l'ai eue justement de ce site. Il y a des personnes qui étudient et on peut vraiment, ils catégorisent même les différents types de particules que nous pouvons voir. Est-ce qu'on peut étudier ces particules? C'est surtout au point de vue statistique et voir lesquelles sont présentes. Mais tout de même, c'est une façon de pouvoir voir des particules que nos yeux ne peuvent pas voir. Et c'est un appareil qui est intéressant. Donc, la première question ce matin qui était, qu'est-ce que c'est une chambre à brouillard? Une chambre à brouillard permet de pouvoir observer les résultats de radiation. Ici, on a des très, très, très petites quantités, donc on pourrait dire qu'il y a tout autour de nous des particules qui viennent du Soleil, qui sont dans l'espace, donc ils existent. Et on essaie toujours, bien sûr, d'en apprendre plus. Donc ça, c'est le point ici qui est intéressant. Et voyons voir si je peux faire une autre petite recherche, neutrinos et Sudbury. Voyons voir. Donc voilà. Très bien. Il y a ce qu'on appelle à Sudbury voilà. À Sudbury, nous avons des Sudbury Neutrino Observatory, l'observatoire de neutrinos à Sudbury. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est un observatoire qui a été créé pour faire l'étude des neutrinos, qui sont des très, très, très petites particules. Et cela fait partie des recherches que nous faisons depuis une dizaine d'années. Et chose intéressante, les neutrinos, on sait qu'ils existaient mathématiquement et on voulait trouver une façon de les voir. Ce sont des particules qui voyagent très rapidement, qui ont une masse très, 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 très petite. Et puis, qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour pouvoir essayer de les étudier? C'est que nous savons que le Soleil produisait des neutrinos. Donc, on a créé une machine. Donc, ça, c'est dans une mine souterraine à Sudbury. Je pense que c'est quelques kilomètres de profondeur. Et la raison de cela, c'est qu'on s'est dit, si on met un appareil sous la Terre, à quelques kilomètres sous la roche, les avantages de cela, c'est que si nous avons des neutrinos qui sont des particules qui voyagent dans l'espace, il n'y a aucune restriction. Lorsque ceux-ci passent dans la roche, parce que les neutrinos passent à travers notre planète, les neutrinos vont être ralentis par la roche et donc peut-être qu'on va pouvoir les voir. Et si on fait un peu de recherche, on a découvert qu'ils existent et à l'intérieur de ceux-ci, on utilise ce qu'on appelle de l'eau lourde. C'est une eau qui est beaucoup plus, à une densité plus grande, qui permet de pouvoir absorber un peu plus d'énergie et de pouvoir visualiser avec des traînées, un peu comme on a vu ici dans les chambres à brouillard, ce type de particules. Donc, c'est intéressant. Je vais voir si je peux mettre les liens ici. Ce peut être pour vous des... Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr faire un peu de recherche personnelle. Si vous voulez des exemples plus précis, dites-le moi et j'amènerai quelque chose pour vous la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est un peu le sujet ici, notre premier sujet sur les chambres à brouillard pour l'étude des particules. Nous avons chiffre alphabet qui a maintenant une question pour nous. Voyons voir si on peut le faire. Alors, qu'est-ce que c'est la mole? Très bien. Une mole. Voyons voir. Ça fait une connaissance que je n'ai pas vue depuis un certain temps. Voilà. OK. OK. Donc, ce qui est intéressant avec... Alors ici, la question, c'est qu'est-ce que c'est une mole? Alors ça, ici, c'est basé sur ma mémoire qui fait un certain temps que je ne l'ai pas appris. Et on va découvrir ensemble ce que c'est. Alors, une mole. Ce qui est intéressant avec une mole, c'est une unité de mesure. Mais ça mesure quoi? Ça, c'est une bonne question.
c'est le nombre de particules qui nous donne une masse. Oh, ça c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cela? Ici, nous avons aussi, sur le tableau périodique, nous avons ce qu'on appelle la masse atomique. Comme ceci. Donc, si nous allons faire un tour sur un tableau périodique, donc voyons voir si on peut, tableau périodique, voilà. On va en trouver un qui fonctionne bien, un en français. Voilà. Donc, si nous avons un tableau périodique, est-ce qu'on peut mettre ceci un peu plus grand? Voilà. Et qu'on regarde, par exemple, l'hydrogène, le beryllium, nous avons le magnésium, nous avons le calcium ici. Donc ici, prenons le calcium, c'est un nombre qui se fait bien. Dans un tableau périodique, nous avons le nom de l'élément, le numéro atomique qui nous donne le nombre de protons dans le noyau. On a le symbole ici et on a la masse atomique qui est ici. Donc, calcium, nous avons 20 protons et faisons une 40,078 comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la masse atomique, alors jusqu'à maintenant, si vous êtes en chimie, vous savez que ce numéro ici nous aide à trouver le nombre de neutrons et de protons dans un atome. Donc ici, le calcium a un numéro atomique de 20, ça veut dire qu'il y a 20 protons. Mais ici, si j'arrondis, 40, c'est la masse atomique, c'est le nombre de protons et de neutrons. Donc, il y a à peu près 20 neutrons dans le noyau. Donc, 20 plus 20 égale 40. Maintenant, puisque le nombre n'est pas égal à 40 exactement, ça ici, c'est le fait qu'il y a des éléments dans l'univers qu'on appelle, qui ont le même nombre de protons. Donc, c'est toujours du calcium avec 20 protons. Par contre, il y a des atomes qui ont plus de neutrons ou moins de neutrons, dépendant où ils sont ou lorsqu'ils ont été formés. Donc ça veut dire qu'il y a dans le calcium des noyaux qui peuvent contenir un autre nombre que 20. Ici, puisque le nombre est plus grand, on sait que statistiquement, il y a un certain nombre de ces atomes qui ont 21 neutrons. Il y a souvent une grande variété sur le nombre de neutrons dans un noyau. Certains sont plus stables que d'autres. Ça dépend lequel nous avons. Maintenant, la masse atomique, on a toujours parlé que ça nous aide pour le nombre de protons et de neutrons. Ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe. Mais ici, cette masse atomique nous donne des infos intéressantes. Donc, juste pour aider, parce qu'on bâtit aussi le vocabulaire dans notre chaîne. Je vais enlever ça ici. Voyons voir. Nous avons la masse atomique ici. Et là, 20, c'est le numéro atomique. Nous savons que dans le noyau, la masse atomique, c'est un peu un certain, comment je peux dire ça? J'ai oublié mon dire. Passons à la suivante. 40, ici, 40,078, on appelle ça une masse. Donc, ce qui est intéressant avec cette masse atomique, c'est si moi je dis 40,078 grammes, donc je décide d'avoir une certaine quantité spécifique et j'utilise une balance pour trouver une masse spécifique. Mais si j'utilise ici notre masse atomique du tableau périodique et qu'on indique 40,078 grammes, ça ici, ça nous donne un certain nombre d'atomes. Donc, nous savons que le calcium, c'est un élément. C'est un élément qui est fait d'atomes spécifiques de calcium. Mais lorsque nous avons
40,078 grammes de calcium, il doit y avoir un nombre spécifique d'atomes. Et c'est là que vient notre idée de mol que je mentionnais il y a un instant. Donc, alors moi j'ai fait ceci. OK. Intéressant. Le nombre est un peu différent de ce que je me rappelais, mais ça va. On va arrondir. Donc, 6,02. Ici, 2,2. OK, pourquoi pas. Moi, j'ai appris avec un 3. Donc, peut-être ça ici, fois 10 à la 23 atomes. Donc, ça veut dire que si nous étions capables d'avoir une masse qui est exacte ici, nous aurions 6,022 fois 10 à la 23 atomes. Donc ici, on peut voir que le nombre est très, très, très grand. Mais ça nous donne une idée à savoir que, OK, on peut, avec des nombres mathématiques, commencer à réfléchir à la chimie. Et donc, ça nous donne une masse spécifique avec un nombre d'atomes spécifiques. Ça veut dire que si nous regardons voyons voir, si nous regardons notre tableau périodique, on va y retourner. Ça veut dire que si nous avons le potassium, voyons voir, nous avons le potassium ici qui a une masse atomique de 39,0983. 39,0983, ça c'est 6,022 fois 10 à la 23 atomes de potassium. Bien sûr, si nous avons l'hydrogène qui a une masse atomique de 1,007975, on a ici un 6,022 fois 10 à la 23 atomes d'hydrogène dans à peu près 1 gramme d'hydrogène. Si on trouve, voyons voir si on peut trouver un autre ici qui pourrait être, que vous connaissez sûrement. Si nous prenons l'or, par exemple, l'or a une masse atomique de 196,966. Ça veut dire que si j'ai une mole d'or à 196,96 grammes, nous avons 6,022 fois 10 à la 23 atomes. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire fois 10 à la 23, ça veut dire que si je regarde le nombre, voir, alors à la 23, ça veut dire, OK, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, on a 6, 2 atomes. Maintenant, on travaille ici avec des nombres qui sont immenses pour le nombre d'atomes parce que la masse des atomes sont très, très petites. Donc, bien sûr, ça, c'est un nombre qui est un peu comme arrondi. On n'a pas tous les décimaux ici parce qu'on n'a pas les technologies pour avoir la masse spécifique d'un atome si on veut faire une mesure. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci peut être utile? Voyons voir si on peut ajouter un autre exemple. Lorsque nous avons, par exemple, la combustion, prenons le méthane, CH. Si nous avons la combustion du méthane ici, nous avons le méthane qui a besoin de l'oxygène. Et lorsqu'il y a combustion, nous avons de l'eau et du CO2. Nous savons aussi que si nous avons le méthane avec un atome de carbone et 4 atomes d'oxygène, de l'autre côté, nous avons seulement 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire que nous allons avoir besoin de 2 molécules d'eau, parce qu'on a ici 4 hydrogènes, et à la fin, on doit avoir 4 hydrogènes aussi. Maintenant, on a un carbone,
nous avons un carbone ici, ça va. Maintenant, on a 2 oxygènes plus 2 oxygènes, on a 2 ici. Donc, lorsque vous êtes à l'école secondaire ou au lycée, vous apprenez à équilibrer des équations pour s'assurer que les coefficients sont là. Mais chose intéressante, c'est que ceci fonctionne aussi si on veut avoir, par exemple, la quantité d'énergie. Si on veut calculer la quantité d'énergie, on veut savoir quelle quantité avons-nous besoin ici pour être capable d'avoir, c'est vrai, ici on a voyons voir, des produits, mais on veut avoir une quantité d'énergie spécifique. Donc ici, on a besoin de nombres spécifiques. Donc, stoichiométrie. Si vous êtes en chimie, il y a une science qui s'appelle ici la stoichiométrie. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le calcul, pas seulement des coefficients, mais c'est de voir si on veut un produit spécifique, et on peut même aller plus avancé et avoir la quantité d'énergie que l'on veut avoir. Combien de ces molécules avons-nous besoin? Donc ici, on aura besoin d'une quantité de grammes ou une quantité de kilogrammes. Et ça, c'est important. C'est que on a besoin de savoir, par exemple, on parlait d'avion tout à l'heure. Si on a un avion qui veut aller, par exemple, de la ville de New York aux États-Unis ou de Toronto et on veut aller à Paris, on a une certaine distance, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie, sachant la masse de l'avion et ses passagers et aussi le matériel qu'il y a à l'intérieur, en considérant aussi les vents. Et donc, on peut faire des calculs comme cela. On peut faire des calculs en regardant, OK, quelle est la quantité spécifique que l'on peut voir. Et puisque les chimistes aiment bien la précision, ils ont cette unité qui s'appelle les moles. Donc, si on revient ici et qu'on regarde, voir notre tableau périodique. Donc, si on prend l'aluminium, voyons voir, je vais vous montrer deux qui est intéressant. Donc, si on prend par exemple l'aluminium a 26,98 comme masse atomique, comparé au fer qui est 55,845. Donc, on peut voir qu'ici, l'aluminium est moins que la moitié de la masse atomique du fer. Ça veut dire que si j'étais pour avoir le même nombre d'atomes, alors une mole d'aluminium et une mole de fer, la masse de ce que j'ai pour le fer est 2 fois plus grand. Donc, on apprend ici un peu l'utilité de cette masse atomique dans le tableau périodique. Bien sûr, il y a des nombres qui sont sûrement beaucoup plus précis que ceci. Ça dépend de ce qu'on a besoin de faire, si on est en laboratoire ou si on est, par exemple, si on a une voiture et on veut la conduire, une voiture qui a un moteur. Maintenant, ceux qui aiment l'environnement, ceux qui disent qu'il y a des changements climatiques et qu'il y a aussi du dioxyde de carbone produit par les voitures, on peut savoir la quantité ou la tonne de CO2 produite par une voiture par la façon suivante. On a un carburant. Je vais enlever notre tableau ici. J'ai un carburant de combustible fossile qui aura aussi une combustion. Nous savons en moyenne le nombre de kilomètres qu'une voiture fait à chaque année et on sait qu'il y a des produits. Donc, cette masse de produits ici est basée sur le fait de la quantité qui est nécessaire, la quantité de carburant nécessaire pour pouvoir le faire, basée sur ce que l'on veut faire. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de tonnes de CO2? C'est que les carburants, donc les combustibles fossiles, sont faits de carbone et d'hydrogène. Donc, ils ont une certaine masse. Mais lorsqu'il y a combustion, il y a l'inclusion ici d'atomes d'oxygène avec le carbone. Et c'est pour ça que la masse et le tonnage de pollution, de dioxyde de carbone, est si grande. Donc ça, c'est une excellente question. J'espère que j'ai réussi à répondre à tes questions,
chiffre alphabet, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Donc, voyons voir. Je vais effacer le tableau et voyons voir s'il y a des questions, une autre question de l'audience aujourd'hui. Voyons voir. Les chiffres alphabet, c'est une excellente question. J'ai dû aller dans ma mémoire très, très loin pour me rappeler de ceci. Et je suis content qu'il y ait Internet pour m'aider un petit peu. Voilà, voilà. C'est bon, c'est bon. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, n'oubliez pas, si vous appréciez le contenu jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je prends des questions live à chaque samedi matin. Et s'il arrive que vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas de mettre des questions dans la section commentaires. J'ai vérifié hier et il n'y avait pas de questions. C'est pour ça que j'ai quelques petits sujets d'intérêt. Mais avant tout, je suis ici pour répondre à vos questions. Le prochain sujet que quelqu'un m'a demandé, on avait des questions sur l'électricité. Donc, la personne parlait du fait que, OK, il y a de l'électricité, il y a des fils électriques. On peut utiliser l'énergie de l'électricité. Mais la personne avait la difficulté à comprendre qu'est-ce qui arrive si il y a une prise de courant sur le mur, mais que l'énergie est là si on connecte quelque chose, mais si on déconnecte, il n'y a plus d'énergie qui bouge. Et elle voulait comprendre comment ça fonctionnait. Donc, je lui ai dit que j'allais l'aider. Donc, par exemple, si vous prenez ceci, je vais vous montrer un exemple. Donc ici, j'ai un appareil qui connecte au mur. Il y a des électrons dans le fil et ils attendent que quelque chose arrive pour donner de l'énergie. Donc, voyons voir si on peut faire des analogies avec entre les circuits électriques et une autre sphère d'études et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc, électricité et... OK, voilà. Je vais faire des analogies entre les circuits électriques et l'eau dans des infrastructures, en espérant que ça va vous aider à comprendre un peu comment est-ce que l'électricité fonctionne un peu mieux. Et je vais même faire quelques analogies, c'est intéressant. Donc, voyons voir. Si nous avons l'électricité, comme ceci, donc si nous sommes en Amérique du Nord, nous avons des connecteurs comme ceci, avec une borne positive, négative, et ici c'est le neutre. Donc sur le mur, ça ressemble à ceci. Derrière, nous avons des fils qui passent comme cela. Ça veut dire qu'il y a des électrons qui sont disponibles à donner de l'énergie. Ils attendent qu'on connecte quelque chose. Très bien. Lorsqu'on connecte ici, donc je vais connecter, je vais faire un dessin avec des symboles, c'est plus facile pour moi. Donc on a ici ça ici, c'est un interrupteur. Nous avons une ampoule ici. Ah, très bien. Et nous avons des fils conducteurs. Très bien. Si l'interrupteur est fermé, nous avons de la lumière. Très bien. Donc, une fois que c'est connecté, qu'est-ce qui arrive? C'est que les électrons qui étaient dans le fil ici, on leur donne de l'énergie pour entrer dans le circuit pour faire fonctionner mon ampoule. Parce que n'oubliez pas qu'avant de les connecter, il y a des électrons ici, il y a des électrons là, mais ils ne savent pas quoi faire encore. C'est un peu comme si nous avons une équipe de foot. On a une équipe de foot, on a des joueurs qui sont sur le banc, ils attendent, ils savent quelles sont les règles pour jouer au foot, ils savent qu'est-ce que c'est un ballon, ils savent aussi qu'il y a un arbitre ou une arbitre. Mais on a besoin du coach pour dire, OK, voici les 3 personnes, voyons voir, excusez.
On a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il y a 11 joueurs. Donc, les 11 joueurs qui vont sur le terrain, à ce moment-là, lorsque le jeu commence, ils vont savoir quoi faire. On a besoin du coach pour dire qui va être inclus pour faire quel travail. Si nous avons un robinet maintenant, donc nous avons un robinet comme ceci, comme ceci. Le robinet contient de l'eau. Et j'ai ici une petite valve. Dans la valve, ici, la valve contrôle la quantité d'eau. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans les tuyaux qui attend que aussitôt que la valve est ouverte, l'eau va pouvoir sortir. Donc, c'est un peu le même principe ici. Ça veut dire que les électrons, lorsque j'ai un fil comme ceci, ils existent, mais les électrons sont disponibles et font leur vibration dans le fil. Il y a ici des électrons. Et ici, il y a des molécules d'eau. Très bien. Il y a les fils qui sont ici. Et il y a les tuyaux lorsqu'on parle d'infrastructure. Excellent. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut voir ici? Il y a ce qu'on appelle si on a le nombre d'ampères, donc là, un ampère dans un fil électrique, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité d'électrons qui passent à un endroit donné. Et on le mesure avec un ampère-mètre. Donc, une fois qu'il est connecté, la lumière fonctionne, il y a des électrons qui passent. Quelle est la quantité d'électrons qui passent? On mesure en ampères. Lorsqu'on a un tuyau ici, on peut dire c'est le flot de l'eau. Donc, par exemple, si on veut prendre une douche, c'est la quantité d'eau qui va sortir par seconde à ce moment-là. C'est ici, par centimètre carré par seconde. Parce que lorsqu'on prend une douche, on peut avoir plus de pression ou moins de pression dépendant de ce que l'on veut faire. Si on veut remplir un bain, par exemple, la quantité d'eau qui sort ou la rapidité que l'eau va sortir du robinet pour remplir le bain peut se remplir plus rapidement ou lentement, comparé que si nous avons ici un robinet ou si nous avons par exemple des pompiers avec leurs tuyaux pour éteindre un incendie. La quantité d'eau qui peut passer en même temps, elle est très différente. Un autre point intéressant, c'est la résistance. Ici, chose intéressante avec la résistance, c'est que la résistance, c'est un peu ce qui permet aux électrons de ralentir, soit pour qu'il y ait moins d'électrons qui passent, ou pour transférer l'énergie des électrons en un autre type d'énergie. Donc ici, en lumière. Donc la résistance ici peut être affectée par exemple, peut être affectée par le métal utilisé si c'est une ampoule incandescente. Ça peut être aussi influencé par la longueur des fils. Si les fils sont très très longs, la pression, ou pas la pression, mais la résistance ici va augmenter. Ça peut être aussi le diamètre ici. Si le diamètre d'un fil électrique il est très 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 petit, il y aura plus de résistance et ce sera difficile pour les électrons de passer. C'est pour ça que s'il y a trop d'électrons qui passent dans un très 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 petit fil, le fil peut chauffer et éventuellement le cuivre à l'intérieur peut fondre. Ici, lorsqu'on parle de l'eau, lorsqu'il y a résistance, nous avons ici une résistance permet à restreindre la quantité d'eau qui passe. Donc ici, on a une certaine pression qui vient de la ville.
la pression qui vient de la municipalité. Donc ici, on peut ouvrir ou fermer le robinet ou le mettre à moitié. Donc, il y a une certaine résistance et ça change la pression ou la quantité d'eau qui peut passer. Bien sûr, l'autre chose, c'est que si on mettait notre pouce qui est juste ici, on augmenterait la résistance. Et qu'est-ce qui arriverait? C'est qu'on pourrait faire gicler l'eau beaucoup, beaucoup plus loin. Un peu de la même façon si on regarde, par exemple, des courses automobiles, lorsqu'on regarde les gagnants, ils prennent quelquefois ces bouteilles de champagne et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils mettent leur pouce sur le bout de la bouteille et on peut envoyer du champagne un peu partout lorsqu'on gagne le prix. Intéressant, on augmente la résistance et donc, il y a une pression qui augmente aussi. Oh, la pression, c'est intéressant. La pression d'eau ici, on pourrait dire que c'est... voyons voir, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que ça pourrait être la puissance. Donc, la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on regarde l'énergie des électrons ainsi que la quantité d'électrons qui passent. Donc, on peut avoir une certaine puissance avec l'énergie que l'on veut obtenir. Puissance pour une ampoule, pour un moteur ou autre. Ici, pour l'eau, c'est comme si c'est la pression. Pourquoi c'est la pression? C'est que la pression est basée sur la pression, la quantité d'eau qui peut passer par rapport à la résistance et donc la quantité d'eau qui peut vraiment passer ici. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc on a ici ça, résistance, voilà. Nous avons aussi le voltage, qui est un autre point. Donc ici, c'est le voltage, c'est la différence de potentiel. La différence de potentiel, c'est le voltage, donc c'est la quantité d'énergie que chaque électron a à l'intérieur de notre circuit. Donc, la différence de potentiel ici pour l'eau pourrait être, voyons voir. Oh oui, on voit la différence de potentiel. C'est une bonne question. Je n'ai pas d'idée pour l'instant. Oh, je le sais quand je n'ai pas la réponse. C'est le fait qu'on a de l'eau qui est ici. Il y a un potentiel de pouvoir avoir de la pression. C'est en attendant. Donc, ça peut être la pression qui vient de la ville comparée à la pression qui peut sortir ici. Je pense que ça serait une bonne façon de voir ça. Intéressant. Maintenant, on a des analogies entre les deux, entre l'électricité et l'eau. Mais il faut aussi penser que le principe s'applique aussi lorsqu'on mesure d'autres types de situations. Une de ces situations peut être, par exemple, si nous prenons notre corps. Notre corps est fait de capillaires, de veines et d'artères qui sont un peu comme des tuyaux comme ceci. À l'intérieur de ceux-ci, nous avons le sang et le sang peut bouger aussi. On a des grandes artères qui sont très grandes, comme l'aorte, où il y a une grande quantité de sang qui peut passer à chaque seconde, mais il y a ces artères qui deviennent des petites artères qui finissent par devenir des capillaires. Et qu'est-ce que l'on fait? C'est que le diamètre des capillaires est très, très, très petit, mais ceci garde une certaine pression, parce que plus on s'éloigne et plus on divise, on a des capillaires très petits. Et éventuellement, ces capillaires vont redevenir des veines pour retourner à notre cœur. Donc, d'une certaine façon, la pression à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins sont importants. Des fois, on va au docteur et on va regarder la pression sanguine. Pourquoi est-ce qu'on veut regarder la pression sanguine? C'est qu'on sait qu'on a un cœur qui pompe le sang. Mais nous avons aussi les artères, veines et capillaires qui transportent le sang. Il faut faire attention parce que si
On a des vaisseaux sanguins qui deviennent plus petits, soit par le cholestérol ou autre. On a une augmentation de résistance et la pression peut augmenter. Suite à l'alimentation ou peut-être utiliser plus ou moins de sel dans notre alimentation, boire de l'eau plus ou moins, le stress, ce sont des facteurs qui affectent notre corps et d'une certaine façon affectent le flot du sang. Et donc, ce sont un peu ce qui est intéressant à réfléchir. Nous avons ici des ingénieurs électriques et des électriciens qui s'occupent de ceci. Nous avons des ingénieurs civils ainsi que des travailleurs qui s'assurent qu'on ait de l'eau potable. Deuxièmement, qu'on peut s'occuper d'avoir une bonne pression pour tous. Et nous avons des docteurs ainsi que des infirmiers et infirmières pour s'assurer que notre corps fonctionne bien aussi. Donc, c'est intéressant. Le même principe peut être associé à plusieurs concepts. Donc, j'ai pensé à ceci cette semaine lorsqu'on m'a posé la question pour trouver des analogies pour l'électricité. Donc, j'espère que ceci peut vous aider un petit peu. Donc, n'oubliez pas qu'une chose que moi j'adore faire, c'est un peu faire la vulgarisation des sciences. Les sciences peuvent être très compliquées, mais lorsqu'on essaie de réfléchir et de comprendre, il y a toujours des façons de pouvoir bien comprendre. Alors, j'aimerais vous voir, je vais mettre un lien de ce côté-ci à une vidéo de la semaine passée ou il y a quelques semaines sur James Webb, les premières photos qu'on a eues. On se voit dans la prochaine vidéo. Pour les autres, passez une excellente semaine et on se voit samedi prochain. Au revoir.